Bonjour à tous. Lors de cette séance d'exercice, nous allons voir les bases de l'optique géométrique, c'est-à-dire la réfraction et la réflexion de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu d'indice 1 à un milieu d'indice 2. En fait, la lumière, lorsqu'elle se déplace dans un milieu, elle ne va pas se déplacer à la vitesse de la lumière dans le vide, mais légèrement plus lentement. Alors, pour arriver à le comprendre, eh bien, la lumière, elle interagit toujours légèrement avec les molécules ou les atomes qui composent ce milieu, car la lumière étant une onde électromagnétique, eh bien, elle sera sensible au champ électrique local généré par les atomes. Elle ne va donc pas se propager exactement directement, mais va avoir un chemin qui est légèrement déplacé d'un bord à l'autre. Elle n'ira donc pas tout droit, et donc, en moyenne, elle sera ralentie. Donc, dans ce cas-ci, la vitesse de la lumière dans le milieu, ce sera la vitesse de la lumière dans le vide divisée par l'indice de réfraction de la lumière. Cet indice de réfraction dépend bien sûr de l'énergie de notre photon, donc de sa longueur d'onde, et donc on verra par la suite qu'il peut y avoir des effets suivant la couleur de la lumière. Donc pour arriver à développer tout ça, on va utiliser la loi de Snell-Descartes, donc qui dit que lorsque on a un faisceau incident qui arrive sur une interface entre un milieu 1 et un milieu 2, eh bien, la partie réfléchie le sera avec le même angle que l'angle du faisceau incident, et que la réfraction, elle, est donnée par la loi de Snell-Descartes qui vous dit que n1 sinus de θ1, donc n1 étant l'indice du milieu 1, θ1 étant l'angle d'incidence du faisceau 1, est égal à n2 sinus de θ2, avec n2, l'indice de réfraction du milieu 2. Ce seront ces deux types de réflexion que l'on va appliquer pour résoudre les différents exercices. Ce premier exercice a pour but d'appliquer une première fois comment se dévient les rayons lumineux. Donc, nous avons un plongeur situé à une profondeur H2 qui est de 3 mètres sous la surface, et avec une lampe de poche, il va émettre un rayon lumineux vers la verticale, donc à 30 degrés par rapport à la verticale. Et ce rayon lumineux va être réfracté au niveau de la surface de l'eau pour arriver jusqu'au regard du pêcheur qui, lui, est situé à 1 mètre au-dessus de la surface. Alors, si jamais notre plongeur avait légèrement dévié sa lampe de poche, eh bien, le rayon lumineux, une fois réfracté, n'irait pas dans l'œil de notre pêcheur sur sa barque. Donc, l'objectif ici est de pouvoir calculer la distance entre l'un et l'autre, la somme donc de la distance D2 et D1, pour que ce rayon lumineux, une fois émis, aille bien dans l'œil du pêcheur sur sa barque. Alors, notez que l'indice de réfraction de l'eau est de 1,33, on vous la donnera toujours, et celle de l'air est de 1. Alors, en vrai, ce n'est pas 1, mais c'est 1 jusqu'à la 6e ou 7e décimale. Vous n'aurez a priori jamais besoin d'autant de précision. Dans mon cas, ça m'arrive, mais c'est plutôt rare. Donc pour résoudre cet exercice, nous connaissons donc θ2, H2, H1. On connaît l'indice de réfraction. On connaît l'indice de réfraction des deux milieux. Et donc, directement, on peut retrouver θ1. Sachant que sinus de θ1, c'est n2 sur n1 sinus de θ2, qui lui vaut 30 degrés dans ce cas-ci. Alors, ensuite, pour déterminer les distances horizontales, alors θ2, quand on regarde ici, alors la tangente de θ2 par SOHCAHTOA, donc c'est l'opposé, c'est D2 sur H2. Donc,
La tangente de θ2, c'est D2 sur H2. Même chose pour θ1, qui est D1 sur H1. Et donc, en combinant ces trois petites équations, on a que la distance totale entre les deux, ce sera H1 tangente de θ1, que l'on a obtenu ici, plus H2 tangente de θ2. Ce qui vous fait environ 2,85 mètres. Cet exercice permet d'appliquer les règles de réflexion totale interne. Alors, c'est quoi la réflexion totale interne? Alors, si on regarde la loi de la réfraction en fonction des angles, donc si jamais un rayon est plus dévié que le rayon initial, donc l'angle va augmenter au fur et à mesure, eh bien, il y aura un moment un peu critique, ici d'un côté et de l'autre, où ce rayon réfracté va être horizontal. Et donc, si on continue à regarder ce qui se passe, eh bien, si on voulait continuer à tracer ces rayons, eh bien, le rayon réfracté horizontal, eh bien, il continuerait encore plus loin sa course. Et donc, eh bien, il serait réfléchi. Mais donc, c'est un rayon réfracté, il ne peut pas être réfléchi. Donc, il n'y a pas de rayon réfracté. Donc, il n'y a que de la réflexion qui sera présente. Donc, pour arriver à le voir, là, je l'ai redessiné en 2D. En 3 dimensions, ça va nous faire, donc si on a une source de lumineuse, donc si on a une source lumineuse ici, il y aura donc tout un cône pour lequel il y aura la réfraction qui sera possible, et le reste sera entièrement noir, car la lumière ne pourra pas être réfractée. Donc il y a bien un cône qui permet de voir de la réfraction. Alors, plus mathématiquement, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on se souvient de la loi de Snell-Descartes, et qu'on regarde que, donc si on a un milieu d'indice 1 initial et d'indice 2 final, si n1 sinus θ1 divisé par n2 est plus grand que 1, ça veut dire que on ne peut pas trouver de θ2 tel que n1 sinus θ1 est égal à n2 sinus θ2, parce que donc tout ceci, ça va être plus grand que 1, mais sinus θ2, ça ne peut jamais être plus grand que 1. Donc il n'y a pas de θ2 qui est possible. Donc ça veut dire que la loi de Snell-Descartes ne peut pas être validée, donc il n'y a pas de réfraction. C'est une méthode simple pour se souvenir et retrouver cette loi à chaque fois. Pour résoudre cet exercice, nous avons donc une piscine, au fond duquel, à une certaine profondeur H1, nous avons une lampe qui émet de la lumière, et on aimerait bien déterminer quel serait le rayon du disque pour lequel on pourrait observer cette lumière depuis l'extérieur, donc depuis l'air qui est à l'extérieur. Alors, 2 choses. Premièrement, comme je vous l'ai dit précédemment, si n1 sinus θ1 sur n2 est plus grand que 1, alors il y aura réflexion totale interne. Donc, lorsque nous aurons n1 sinus θ1 sur n2 qui est égal à 1, alors ce seront les bords de ce disque. Ça permettra de déterminer donc l'angle θ1, qui est donc cet angle critique, qui vaut l'arc sinus de n2 sur n1. Rappelez-vous donc que n2 c'est l'indice de l'air et n1 l'indice de l'eau.
Alors, maintenant qu'on connaît cet angle, vu que l'on connaît la profondeur H1, on veut déterminer le rayon et, comme auparavant, eh bien, la tangente de cet angle θ1, eh bien, ce sera l'opposé, donc le rayon R, sur l'adjacente, la profondeur. C'est donc l'opposé sur l'adjacente H1. Et donc, le rayon, ce sera H1 fois la tangente de l'arc sinus de N2 sur N1. La réponse vous est donnée dans l'énoncé. Cet exercice va nous permettre de comprendre comment un rayon lumineux qui passe au travers d'une lame de verre d'une certaine épaisseur sera simplement décalé de sa trajectoire initiale. C'est-à-dire que lorsque le rayon va arriver dessus, il va être dévié au sein de la lame de verre, mais ensuite, il va redevenir parallèle avec le rayon initial qu'il aurait été. Donc il y a seulement un léger décalage. Alors, pour arriver à comprendre l'intérêt de ce genre de système, vous pouvez par exemple vouloir déplacer très légèrement un rayon lumineux verticalement. Donc si vous avez un rayon lumineux incident horizontal, vous avez une lame de verre légèrement inclinée, et donc vous aurez, hop, comme ceci, légèrement descendu votre rayon. Et donc en fonction de la rotation de votre lame de verre, eh bien vous allez pouvoir très finement déplacer votre rayon lumineux. Alors, pour se convaincre que le rayon incident et le rayon qui sort de la lame de verre sont bien parallèles l'un à l'autre, la démonstration est très simple. Donc, si vous avez un milieu d'indice 1, puis vous repassez à un milieu d'indice 2, vous revenez à un troisième milieu qui est exactement le même que le premier. Vous pouvez appliquer la loi de Snell entre 1 et 2, donc ici, et donc vous aurez N1 sinus θ1 qui est égal à N2 sinus θ2, ce qui va vous permettre de trouver que sinus θ1, sinus θ2, c'est N1 sur N2. Et alors ensuite, vous pouvez réappliquer cette loi ici, au niveau de la deuxième interface. Vous aurez N2 sinus θ2 qui est égal à N1 sinus θ3. Vous ne savez pas encore c'est quoi ce nouvel angle. Mais donc, si N2 sinus θ2, donc sinus θ2 c'est N1 sur N2 sinus θ2, eh bien vous avez que ça c'est égal à N1 sinus θ1 qui est égal à N1 sinus θ3. Donc, θ3 c'est la même chose que θ1. Ce petit système va donc nous servir et on va l'appliquer pour arriver à voir des changements de couleur. Donc, pour cet exercice, on a un rayon incident qui va être un mélange de deux couleurs différentes, du rouge et du bleu. Le rouge est dessiné en rouge, le bleu est dessiné en bleu. Et donc, ces deux rayons vont rentrer dans la lame de verre, qui est un milieu d'indice différent, qui a une certaine épaisseur E, et ces rayons vont être défléchis au sein de la lame de verre, et ensuite repartir parallèlement. Donc, je vous ai expliqué plus tôt lors de cette séance que lorsque la lumière traverse un milieu, elle se déplace moins vite que la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-ci? Eh bien, on se rappelle, la vitesse de la lumière, c'est, dans le milieu, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Mais la lumière, donc, c'est une oscillation du champ électrique au cours du temps.
Le fait est qu'en plus, la lumière se déplace, donc lorsqu'il y a une oscillation au cours du temps, eh bien, cette oscillation va créer une certaine longueur d'onde. Cette longueur d'onde est donc simplement une propriété géométrique. Donc ce qui est conservé dans notre équation de propagation d'onde, c'est la fréquence. Et donc, la vitesse en 1, c'est la vitesse de la lumière sur l'indice 1, et la vitesse dans l'indice 2, ce sera la vitesse de la lumière divisée par l'indice du milieu numéro 2. Ainsi, comme la vitesse dans l'indice 1, c'est la longueur d'onde dans l'indice 1 fois la fréquence dans l'indice 1, et que la vitesse dans le milieu 2, c'est la longueur d'onde dans le milieu 2 fois la fréquence, qui est la même que celle dans l'indice 1, eh bien, on peut retrouver très facilement le rapport entre les deux longueurs d'onde. Donc, cette nouvelle longueur d'onde, dans ce nouveau milieu, lambda 2, ce sera lambda 1 fois n1 divisé par n2. Pour comprendre cette modification de la longueur d'onde en fonction de l'indice du milieu, on peut le voir d'une façon légèrement différente, c'est-à-dire que, imaginons donc que j'ai mon interface ici avec un indice 1 et de l'autre côté un indice 2, que j'ai une onde incidente qui arrive comme ceci. Donc, c'est-à-dire que si je trace tous les fronts d'onde qui seront perpendiculaires à la direction de propagation, comme ceci, alors je vais les continuer encore un peu de ce côté-là, voilà. Eh bien, si mon rayon lumineux, une fois réfracté, il sera un peu plus perpendiculaire, comme cela. Donc, ici, entre deux traits, j'aurai la longueur d'onde dans le milieu 1. Eh bien, dans ce deuxième milieu, je devrais rester perpendiculaire à la propagation de l'onde. Ça va me faire des fronts d'onde beaucoup plus rapprochés. Car il faut que, si jamais j'ai un front d'onde qui arrive sur l'interface, il soit malgré tout un front d'onde de l'autre côté de l'interface. Et donc par continuité, on voit que la longueur d'onde est changée lorsqu'on change la direction de propagation de l'onde. En fait, cette nouvelle longueur d'onde est imposée par le milieu. Et donc à cause de cette nouvelle longueur d'onde, on retrouve la direction de propagation et donc le changement angulaire, l'angle de réfraction de l'interface. Ce n'est pas la nouvelle direction de propagation du rayon lumineux qui est fixée par l'interface, mais c'est le changement de longueur d'onde. Mais on remarque que si jamais on fixe une nouvelle longueur d'onde 2, on fixe une nouvelle direction de propagation, car elle doit être perpendiculaire au front d'onde. Cette règle donc de modification de la vitesse de la lumière dans un milieu donne comme conséquence directe la loi de Snell-Descartes que je vous ai énoncée au début du cours. Ces deux manières de l'énoncer sont tout à fait équivalentes. Maintenant, il nous faut arriver à déterminer les angles de réfraction de la lumière quand elle est au sein de notre lame de verre. Alors, ce petit calcul est tout à fait direct. On applique brutalement la loi de Snell-Descartes. Et donc, pour l'angle de déviation pour la lumière rouge, ce sera l'arcsinus de N1 sur NR fois le sinus de θ1.
Ce qui va nous faire, dans la pratique, 18,45 degrés. Même chose pour l'angle de réfraction de la lumière bleue. Ce sera l'arc sinus de N1 sur l'indice de réfraction de la lumière bleue dans la lame de verre, fois le sinus de θ1, ce qui nous ferait, dans ce cas-ci, 17,98 degrés. Il ne reste maintenant plus qu'à déterminer le petit décalage du rayon lumineux par rapport au rayon initial. Alors, pour arriver à calculer cet angle de déviation, il faut d'abord savoir de combien seront décalés les faisceaux lumineux en sortie de la lame de verre. Alors, si on regarde, je vais faire le calcul uniquement avec le rayon rouge, mais c'est exactement la même chose avec le rayon bleu, sauf qu'on va changer l'indice R par l'indice B, c'est-à-dire qu'on passe de bleu à rouge, c'est exactement la même chose. Donc, le déplacement du faisceau lumineux dans la lame de verre D1, s'il n'avait pas été dévié, si on regarde, ce serait donc le θ1 ici, qui est le même que le θ1 initial. Alors, on a l'épaisseur, le déplacement dedans, et donc la tangente de θ1, ce serait donc l'opposé sur l'adjacent, ce serait D1 sur l'épaisseur. De la même façon, la tangente de θr, ce serait le déplacement dans la lame de verre dû à la couleur rouge divisé par l'épaisseur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à retrouver? Nous avons, ce qu'on veut, c'est avoir le décalage dr ici. Alors, donc, cet angle-ci, c'est θ1. Donc, ce petit angle-ci, c'est θ1 aussi. Et donc, si on regarde le cosinus de ce petit angle-là, on constate que c'est la différence entre D1 et dr pour l'hypoténuse, et le côté adjacent, c'est delta r. C'est-à-dire que le cosinus de θ1, ce sera delta r, que l'on cherche, divisé par D1 moins dr. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à expliciter delta r, qui vaut le cosinus de θ1 multiplié par D1 moins dr. C'est-à-dire, en explicitant, ça vaudra l'épaisseur E fois le cosinus de θ1 multiplié par la tangente de θ1 moins la tangente de θr. Ceci nous donne un décalage de 5,07 mm dans le cadre du rayon rouge. De la même façon, le décalage dans le bleu sera de 5,26 mm entre les deux, ce qui nous donne un décalage entre le rouge et le bleu de 0,19 mm. C'est effectivement pas grand-chose, et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de différence visible entre les deux, c'est-à-dire que quand vous regardez une lame de verre, eh bien, vous ne voyez pas beaucoup d'effets. Ça s'applique dans certains cas très précis, mais en général très peu. Ça donne une légère aberration chromatique au niveau des lames de verre, mais donc ça permet d'expliquer pourquoi, finalement, l'effet de lame de verre sur les effets de couleur, comme vous voyez dans les prismes,
c'est-à-dire la pochette de Dark Side of the Moon, par exemple, c'est un exemple qui vous parlera directement, c'est parce qu'il y a des variations d'angle. C'est-à-dire que le décalage se fait beaucoup au sein de la lame de verre et n'est pas corrigé ensuite car il y a deux interfaces parallèles. Dans le cadre de deux interfaces parallèles, ces effets d'aberration chromatique sont tout à fait minimisés et c'est bien chanceux. L'objectif de cet exercice est de voir comment on peut mesurer en pratique l'indice de réfraction d'un milieu. Pour y arriver, l'exemple que l'on prend est l'exemple d'un bocal hémisphérique. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise un tel dispositif? Donc, c'est une demi-sphère, ici, sur lequel est posé un élément dont on veut mesurer l'indice. Donc, cette demi-sphère, on en connaît bien sûr l'indice. L'avantage de ce système, c'est que si un rayon lumineux arrive sur le milieu d'indice N2, pour arriver au niveau point central, eh bien, il devra toujours être perpendiculaire au niveau de l'interface entre l'air et la demi-sphère. Donc il n'y aura pas de déviation de ces rayons lumineux. Même chose en sortie, lors de la réflexion. Il n'y aura pas de déviation non plus à ce niveau-là. Donc, les seuls angles qu'il faut prendre en compte ici sont l'angle d'incidence et de réflexion sur le milieu d'indice N2. Ces deux angles étant identiques, la différence entre l'angle d'incidence et l'angle réfléchi donne le double de l'angle d'incidence, simplement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire en pratique pour mesurer cet indice de réfraction? Eh bien, si on tourne le bocal autour du point central, le rayon lumineux sera toujours avec un angle d'incidence perpendiculaire par rapport à la demi-sphère, donc peu importe ici. Seul l'angle de réflexion sera changé et en fonction de l'angle de réflexion ici, qu'on peut mesurer très facilement, on peut donc déterminer l'angle d'incidence ici dessus. Nous aurons donc, en tournant, différents rayons qui seront reçus. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour mesurer cet angle de réflexion? En fait, on va mesurer l'intensité du rayon lumineux réfléchi, et lorsqu'on arrive à la réflexion totale interne, l'intensité du rayon lumineux sera beaucoup plus intense qu'auparavant. Donc on essaiera simplement de mesurer à partir de quel angle il y aura réflexion totale interne. Et donc, la condition pour y arriver, si vous vous souvenez, c'est quoi la réflexion de l'angle de réflexion totale interne? C'est que N1 sur N2 fois sinus de θ1 doit être plus grand que 1. Pour que ce dispositif marche, on va prendre sinus ici, il va valoir 1, comme ça c'est la plus grande valeur qu'il puisse avoir. Eh bien, il faut simplement que N1 soit plus grand que N2. C'est la première condition pour pouvoir mesurer un angle de réflexion totale interne. Comme l'indice de réfraction doit être plus grand que 1 et que l'indice de réfraction de l'air c'est 1, eh bien c'est pour ça qu'on utilise ici un milieu N1 avec un indice de réfraction relativement élevé. Comme ça, on peut mesurer tous les indices de réfraction plus faibles que celui de notre demi-sphère. Donc maintenant, il est quasiment direct d'obtenir l'indice de réfraction du milieu 2 à partir de l'angle de réflexion totale interne, le premier où on a le maximum d'intensité lumineuse. Simplement, si je reprends cette petite équation, donc sinus de θ1, ce sera N2 sur N1, et donc θ1, ce sera l'arcsinus de N2 sur N1.
Et donc, remarquez bien que la valeur de θ1 n'est possible à obtenir que si l'indice de réfraction du milieu 2 est plus petit que celui du milieu numéro 1. L'exercice que l'on va voir maintenant a pour but d'expliquer comment fonctionne une fibre optique. Alors, qu'est-ce que c'est une fibre optique? Il y en a deux types. Premièrement, c'est celle qui vous donne Internet à la maison. Donc, c'est une manière de transmettre très rapidement des données avec une très grande bande passante. On verra cela plus tard, lors de cet exercice. L'autre fibre optique que vous avez certainement déjà vue, c'est ces espèces de lampes qui ont plein de poils avec des lumières un peu kitsch que vous avez soit chez vous, soit chez votre tante, soit chez vos grands-parents. C'est très kitsch, c'est très marrant, ça donne envie de jouer avec. C'est vraiment des tubes avec juste des petites pointes de lumière au bout. C'est juste des trucs tout fins. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est un peu plus cet objectif, c'est un peu plus cette fibre optique-là que l'on va voir, car les fibres optiques pour transmettre des données ont quelques détails de fonctionnement un peu plus avancés. Je vous les expliquerai en fin d'exercice. Donc, une fibre optique, comment ça marche? On a d'abord à l'extérieur de l'air avec un indice N0. Ensuite, on a une gaine centrale avec un indice de réfraction assez élevé et à l'extérieur, un milieu avec un indice de réfraction un peu plus faible. L'idée maintenant est que la lumière qui va rentrer dans ce tube ne doit pas en sortir. Et donc, il faudra que l'angle du rayon lumineux qui arrive ici au bord soit un angle de réflexion totale interne. Maintenant, on va bien sûr reconstruire toute cette équation dans l'autre sens pour connaître l'angle d'incidence de la fibre optique maximale pour qu'il y ait réflexion totale interne. C'est-à-dire que pour quel angle les rayons lumineux qui vont rentrer ne sortiront de la fibre optique qu'une fois arrivés entièrement à l'extérieur, donc à l'autre bout de la fibre. Donc premièrement, on a que il faut que cet angle d'incidence ici soit un angle de réflexion totale interne. C'est-à-dire que sinus de cet angle I soit égal à N2 sur N1. Alors, si vous faites un petit peu de trigonométrie, vous allez rapidement avoir le lien entre I et R, sachant que là, vous avez un triangle rectangle. Donc, I, ce sera 90 degrés moins R, ou R, ce sera 90 degrés moins I. Vous voyez ça comme vous voulez, mais donc, finalement, le sinus de R, ce sera le cosinus de I. Ce qui sera aussi 1 moins sinus carré de I, le tout en racine. Et donc, ça va nous faire 1 moins N2 sur N1 au carré, le tout en racine. Et donc, finalement, il ne nous reste plus qu'à retrouver cet angle d'incidence extérieure par rapport à l'angle réfléchi. Et de cette façon-là, on va appliquer la loi de Snell-Descartes. Donc, N0 sinus IE est égal à N1 sinus R. Et donc, ça va nous faire N1 fois 1 moins N2 sur N1 au carré, le tout en racine. Et donc, ça va nous faire
n1 au carré moins n2 au carré, le tout en racine. Et donc, au final, le sinus de cet angle d'incidence extérieur, ce sera 1 sur n0 fois n1 carré moins n2 carré, le tout en racine. Donc, dans le cadre des valeurs d'indice de réfraction données dans l'énoncé, IE, ce sera 14 degrés, ce qui est plus petit que 20 degrés, et donc les angles, et donc les rayons lumineux qui arriveront avec un angle de 20 degrés ne seront pas entièrement transmis au travers de la fibre optique. Alors maintenant, on nous demande juste finalement de savoir qu'est-ce qui se passe si n0 est égal à n1. Alors, n0 est égal à n1, c'est-à-dire que cet indice-ci, c'est simplement l'air ou le vide. Donc si on regarde dans l'équation ici, n2 sur n1, comme l'indice de réfraction de n2 doit être plus grand que 1, en fait, ce sinus θi, ce sera n2, et donc en fait, il n'y aura pas de réflexion totale interne dans ce système. Ce n'est pas possible. Et donc, ça ne peut pas, avec un simple tube, être une fibre optique. Il faut un milieu, d'abord, d'indice relativement élevé. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la fibre optique, ça sert à transférer des données. Alors, ça semble assez logique, ça permettra de transmettre de la lumière sans aucune perte au travers d'un tube, mais le problème, c'est que la lumière, un photon qui rentrerait dans la fibre optique, il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Je vais donc prendre, dans ce cas-ci, les deux chemins les plus extrêmes, l'un par rapport à l'autre. Un chemin qui serait direct, donc le photon rentrerait directement, et alors un autre qui prendrait le pire chemin possible, donc celui de réflexion totale interne. Alors, donc, cet angle, si on reprend le petit r qui était donné, nous était donné par cette relation-ci. Alors, il va nous falloir déterminer c'est quoi L2 et L1. Alors, L1, c'est le chemin le plus court. On nous dit que la fibre fait 100 mètres de long. Mais si on regarde et que on continue le chemin ici, tac, 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 on voit que ça fait un triangle rectangle, ici avec un chemin L2, un chemin L1, et donc L2 est l'hypoténuse, L1 est le côté adjacent. Et donc le sinus de l'angle qui serait là, correspond exactement à l'angle R qu'on avait donné auparavant, eh bien c'est aussi égal à L1 sur L2. Et comme le sinus de R, on l'a déterminé auparavant, eh bien L2, ce sera 103,1 mètres. Comme L2 vaut 103 mètres, eh bien, la différence de longueur entre L2 et L1, ce sera 3,1 mètres. Maintenant, il faut arriver à déterminer c'est quoi cette longueur d'onde, car on n'a pas pris de valeur spécifique pour la lumière, mais ce qui est important dans ce cas-ci, c'est de transmettre des données au travers de la lumière dans la fibre optique. Alors, le signal numérique que l'on envoie dans une fibre optique, c'est une suite de 0 et de 1, donc allumé, éteint, et ainsi de suite. Mais si jamais ça, c'était le chemin qui était généré par L1, si jamais le chemin qui est généré par L2, donc avec un certain retard, il est décalé donc d'une demi-longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est un monter-descendre. Il va démarrer une demi-longueur d'onde plus tard.
Et donc, si je fais la somme de ces deux informations, eh bien, j'aurai un plat parfait. Ce qui nous fait que cette interférence destructive est liée principalement à la vitesse à laquelle on transmet des données. C'est-à-dire que si jamais on transmet plus vite les données, donc avec une fréquence plus élevée, eh bien, on va raccourcir ce temps et le moment où on aura des interférences destructives va changer. Donc ça dépend de la vitesse à laquelle les données sont transmises dans la fibre optique. Et donc, on se rappelle que la longueur d'onde, donc ceci est bien l'onde qui est transmise, une somme de 0 et de 1. Ce sera la vitesse de la lumière dans la fibre optique divisée par la fréquence maximale à laquelle on peut la transmettre, ce qui va nous faire la vitesse de la lumière sur l'indice du milieu, et donc c'est le milieu 1, fois la fréquence maximum. On peut combiner toutes ces informations et obtenir au final que donc 2 fois L2 moins L1, ce sera lambda, ce qui va nous faire C sur N1 fois la fréquence maximum. Et donc la fréquence maximum à laquelle on va pouvoir transmettre des données, ce sera la vitesse de la lumière sur N1 fois 1 sur 2 fois L2 moins L1. Ce qui va nous faire 3,4 fois 10 exposant 7 Hz. Donc ça veut dire 3,4 fois 10 exposant 7 bits de données par seconde. Ou alors, autrement, transmis dans des unités qu'on comprend, car un octet, c'est 8 bits de données. La fréquence maximum, ce sera environ 4 mégaoctets par seconde. Alors, si on réfléchit un petit peu, à première vue, on se dit que 4 mégas par seconde, c'est vachement bien en fait pour transmettre des données. Ce n'est pas une vitesse trop lente, ça paraît être à peu près le bon ordre de grandeur. Mais notre fibre optique ici, elle ne fait que 100 mètres de long. 100 mètres de long, c'est pas très long. Imaginons que vous vouliez juste avoir accès à Google. Le site internet de Google se trouve en Irlande. Eh bien, ça veut dire que votre connexion, elle va aller jusqu'en Irlande et puis revenir. Et donc, la longueur du câble total, ce sera simplement beaucoup plus grand, genre 1000 fois plus grand, car c'est bien à quelques milliers de kilomètres, allez, on va dire 100 fois plus grand. Eh bien, ça veut dire que vous avez quelques centaines de kilooctets par seconde comme vitesse de transfert, ce qui n'est pas énorme. Alors, pour pallier à ce problème, il y a différentes techniques qui sont mises en place. Premièrement, on met relativement régulièrement, tous les quelques kilomètres, des bornes qui vont régénérer le signal proprement à partir de ce qu'on a reçu. Comme ça, régulièrement, on a un petit ordinateur qui va régénérer des ondes bien propres, bien carrées, à partir des ondes déformées à partir de la longueur. Et ensuite, on va s'arranger pour faire varier l'indice de réfraction de notre fibre optique, pas avec une interface, mais un continuum d'interfaces, c'est-à-dire que notre onde, elle ne va pas être toute carrée, mais elle va avoir un comportement ondulatoire, sinusoïdal, au lieu d'être triangulaire. La sinusoïde ayant une longueur un peu plus courte, ce qui diminue la différence de chemin, ce qui est vachement bien. Ensuite, et là je dépasse un petit peu le cadre de la matière que vous avez vu au cours, mais ce qu'on transmet comme lumière dans une fibre optique, c'est un faisceau laser. Et un faisceau laser, si on l'envoie parallèlement à la fibre optique initialement, il va avoir toujours tendance à légèrement s'évaser.
c'est le cas avec tous les faisceaux laser, c'est une propriété intrinsèque de la lumière. Eh bien, on va s'arranger pour que les bords de ce faisceau laser soient ramenés au centre à la même vitesse qu'il s'évase. Et donc, en tout instant, même s'il y a quelque chose qui va vouloir aller sur les côtés, eh bien, il va toujours être ramené au centre à la même vitesse, et donc il n'y aura pas de différence de chemin. Ça permet actuellement d'avoir une fréquence de transmission de données qui est de l'ordre de 10 exposant 15 mégas par seconde. Alors, dans notre cas de tous les jours, on ne l'utilise pas. C'est juste que lorsque vous voulez avoir des informations temporelles, eh bien, il y a des gens qui ont des horloges très très précises et ils envoient par fibre optique le temps qui s'écoule avec une très grande précision jusque différents laboratoires. Il y a donc actuellement un réseau de fibres optiques qui permet d'avoir le temps avec une précision qui n'est pas la plus grande qui existe. Nous sommes actuellement 100 000 fois plus précis, mais quand même 10 exposant moins 15 secondes comme précision temporelle, c'est déjà pas mal. Alors, cet exercice a pour but de vous faire lever les yeux au ciel. C'est-à-dire que, en pratique, des halos lumineux, ce sont comme des arcs-en-ciel, mais situés 22 degrés autour du Soleil. Pour arriver à comprendre ce phénomène, commençons par prendre juste un simple prisme, dont un bord est de 30 degrés, un autre bord est de 60 degrés, et le dernier, par construction, doit faire 90 degrés. Prenons un rayon lumineux qui arrive au niveau de la face incidente, ici, perpendiculairement, qui va traverser le milieu, et ensuite être réfracté par la deuxième surface. On va négliger dans ce cas-ci les réflexions. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'angle θ2, ce sera le même que l'angle ici. Donc il vaudra 30 degrés. Alors, par la loi de Snell-Descartes, on peut donc déduire l'angle θ1 qui est situé juste ici en sortie. Donc la déviation par rapport à la normale, qui n'est pas la même que celle par rapport à l'horizontale. Donc, on aura n2 sinus de θ2 qui est égal à n1 sinus de θ1. De là, on retrouve, sachant que l'indice extérieur est l'air, donc avec un indice de réfraction de 1, et n2 est l'indice de réfraction de la glace, qui vous est donné dans l'énoncé, on retrouve que θ1, ce sera 41,1 degrés. Cependant, ce qu'on aimerait bien obtenir, c'est l'angle de déviation par rapport au faisceau incident. Donc c'est cet angle de déviation ici qui nous intéresse. Et donc c'est l'angle θ1 moins l'angle θ2 ici. Donc l'angle de déviation, ce sera 41 moins 30 degrés, ce qui va nous faire 11 degrés au final. Alors vous me direz, ça ne ressemble pas à un cristal de glace. Vous avez tout à fait raison, et effectivement, ce n'est pas un cristal de glace, mais on peut en construire un facilement à partir de ça. Alors, continuons ici. Imaginons que j'ai un bord de 120 degrés, donc un cristal de glace, c'est un hexagone, constitué de bords de 120 degrés dans tous les sens. Donc ici, 60 plus 60, ça va faire 120, donc ça nous fait un petit bord comme ceci. Et donc, à chaque extrémité, voilà. Si on regarde au final, j'ai un hexagone presque parfaitement centré, comme ceci, voilà. Là, c'est bien symétrique si on dessine correctement. Et donc, ce qui se passe,
c'est que ce rayon incident, hop, pour avoir un rayon qui soit horizontal, il faut qu'il soit dévié du même angle de déviation qu'on avait ici initialement. Et donc, l'angle de déviation de notre halo lumineux, ce sera 2 fois l'angle de déviation, ce qui va nous faire 22 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces 22 degrés? Donc là, je viens de vous expliquer que l'angle de déviation d'un faisceau lumineux arrivant sur un cristal qui est un cristal de glace tout à fait commun est de 22 degrés. Cependant, je vous l'ai montré que pour un seul angle. C'était l'angle le plus facile pour faire le calcul, car en pratique, on peut le faire un peu pour tous les angles. Ça va nous donner, donc en fonction de l'angle d'incidence, donc c'est l'angle par rapport d'arrivée sur une face, on va avoir un grand nombre d'angles de déviation de ces rayons lumineux. Mais ce qu'on constate, c'est que premièrement, pour beaucoup d'angles d'incidence, on va arriver à 22 degrés. Et ensuite, il n'y aura rien en dessous. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déviation inférieure à 22 degrés lorsque la lumière arrive sur un cristal de glace. Alors, pourquoi est-ce que ça mène à un phénomène de halo? Dans ce cas-ci, il va falloir se représenter en tant qu'observateur qu'est-ce qui se passe. Maintenant que l'on sait qu'un rayon lumineux qui passe au travers d'un cristal de glace va principalement être réfracté avec un angle de 22 degrés, on va regarder ce qui se passe en 3 dimensions. Alors, initialement, la lumière, elle nous vient du Soleil. Le Soleil, il est vachement loin, donc on va se dire que tous les rayons qui viennent du Soleil sont tous parallèles. Maintenant que ces rayons, on les considère tous parallèles, ils vont passer au travers d'un nuage de glace. Ça arrive souvent, ce sont tous les nuages de haute altitude, sont exclusivement composés de glace en fait. Alors, ils vont arriver et un rayon lumineux va être diffracté à 22 degrés à gauche ou à droite. Il n'y a pas de direction de préférence. Et même chose avec tous les rayons lumineux. Ils vont tous être séparés à gauche et à droite. Si jamais maintenant, en tant qu'observateur, ici, je suis au sol et je regarde en direction du Soleil. Alors, bien sûr, je verrai le Soleil parce que tous les rayons lumineux ne passent pas au travers des cristaux de glace. Sachez que les cristaux de glace qui composent les nuages sont plus petits qu'1 millimètre. Ils sont de l'ordre du micromètre. Ils sont en train de tomber, mais suffisamment lentement pour qu'ils ne tombent pas vraiment. C'est la même chose avec les nuages, avec les gouttes de pluie, qui sont suffisamment petites pour ne pas réellement tomber. Donc si on regarde ici en tant qu'observateur, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir, en plus de la lumière directe qui n'aura pas été diffractée, des rayons lumineux qui viennent ici et de là. Et uniquement ceux-là. Donc on va voir un espèce de cône ici, qui à gauche et à droite va faire 22 degrés de part et d'autre. Alors, c'est le cas lorsque notre nuage serait infiniment fin, mais on pourrait s'amuser à surcharger encore plus notre figure et se dire que les rayons lumineux ils peuvent aussi être diffractés un petit peu plus tôt dans le nuage. Et prenons ce rayon-ci, faisons-le démarrer du bon endroit, comme ceci. Eh bien, sa déviation de 22 degrés va aussi contribuer à créer ce halo lumineux. Et en fait, tous les points du nuage qui sont sur cet axe, tous les rayons lumineux, donc si on a un rayon lumineux qui vient ici, il pourrait être dévié lui aussi de 22 degrés et nous envoyer de la lumière à 22 degrés. C'est le cas dans toutes les directions. Donc si on prend ce rayon-ci, à cet endroit-là, il va aussi nous créer un effet de halo. C'est-à-dire que c'est un rayon lumineux qui ne vient pas réellement
de la réflexion sur un objet, mais qui viendra donc de mais qui viendra de la réfraction sur un cristal, à peu près peu importe son orientation, et donc il viendra, peu importe son orientation, et donc en fait, si on regarde, le 22 degrés, comme ça vous pouvez l'observer, si jamais entre l'axe de mon œil et ma main, je place le soleil, ici, eh bien, j'aurai un cercle tout autour de 22 degrés qui sera un rayon lumineux, et donc comme un arc-en-ciel en fait. Un petit peu plus blanc qu'un arc-en-ciel, mais un arc-en-ciel quand même. Sachez d'ailleurs que un halo lumineux, c'est visible beaucoup plus souvent. C'est juste que personne ne pense à regarder. Parce que c'est regarder en direction du soleil, donc c'est quand même pas super top. Mais réellement, ça arrive au moins une fois par mois d'expérience. Alors maintenant, on peut essayer de s'attaquer à comprendre plus en détail ce à quoi ressemble un halo lumineux et pourquoi est-ce qu'on arrive parfois à les voir alors qu'ils ne paraissent pas vraiment visibles. Pour y arriver, il faut se souvenir donc de cette courbe qui vous dit qu'il y a principalement une déviation à 22 degrés au niveau des halos, mais rien en dessous. Donc si vous regardez sur l'image qui devrait s'afficher normalement, eh bien vous avez l'axe de halo principal qui est fort lumineux, mais si vous regardez juste au centre, dans la zone à l'intérieur, vous remarquez que c'est un petit peu plus sombre. Ça permet de rajouter au final un effet de contraste qui rend le halo un petit peu plus visible. Alors, je dois aussi vous expliquer pourquoi il y a un effet d'arc-en-ciel en fait au niveau de ces halos. Bien, en fait, de la même façon que lorsque la lumière passe par un prisme, l'indice de réfraction de la glace change en fonction des couleurs. Dès lors, si jamais un rayon lumineux rouge passe au travers du prisme, il sera dévié et un rayon bleu sera légèrement plus dévié. Dès lors, si on regarde par le même schéma que ce que je vous avais fait auparavant avec que des rayons bleus, bien si on regarde les rayons rouges, ils vont donner un axe un petit peu plus central et donc ce sera 21,95 degrés et donc on verra juste légèrement du rouge et une partie un petit peu plus bleue, ce qui donne cet effet d'arc-en-ciel. C'est exactement la même raison d'ailleurs que les arcs-en-ciel ont la couleur et ce panel de couleurs d'un arc-en-ciel. C'est le même effet avec les halos. Alors, autre petit élément, et donc tout ce que je vous ai fait comme petit dessin, c'était toujours valable lorsque la lumière rentrait sur la face d'un hexagone. Donc comme ceci, il y avait une déviation de 22 degrés au final. Le truc, c'est que si on regarde maintenant le cristal en 3 dimensions, comme ceci, eh bien, si la lumière arrive sur la face supérieure, eh bien, il n'y aura pas cet effet où tous les angles principaux donneront la même déviation. Donc si jamais un angle arrive par ici, ça ne donnera pas de halo. Tandis que si un rayon lumineux ici, ça donnera un halo lumineux. Donc, si en tant qu'observateur, on regarde, on a des petits nuages ici, et le soleil, sachant que les cristaux auront tendance à tomber de façon horizontale, eh bien, au soleil couchant, tous les cristaux lumineux seront bien alignés, et donc
la lumière du soleil arrivera toujours sur une face qui génère un halo. D'où le fait que lors du coucher de soleil, vous pourrez observer deux taches beaucoup plus lumineuses au niveau de l'horizontale du halo. C'est ce qu'on appelle des parhélies et c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent. Ça m'est arrivé d'en voir des qui étaient aussi lumineuses que le soleil au final. Et donc ça donne vraiment un côté deuxième soleil ou troisième soleil, d'où le fait qu'en anglais on appelle ça des sun dogs, donc des espèces de petits chiens du soleil qui le suivent, comme ça, qui descendent à la même hauteur que lui. Et c'est réellement hyper lumineux dans ce cas-là. Quasiment autant que le soleil. Voilà. Et alors, pour clôturer cet exercice, une bête question pourrait se dire, ben, là je vous ai dit juste quand ça arrive sur une face, je vous ai dit que ça ne faisait pas un halo quand on arrivait sur la surface supérieure. En fait, c'est parce que ça fait des figures qui sont plus compliquées, avec des graphes plus compliqués, parce qu'il faut prendre en compte parfois la réflexion totale interne du système et beaucoup d'autres choses. Si on prend beaucoup d'autres choses et qu'on a tous des cristaux qui sont bien pile les mêmes, eh bien on peut avoir des figures géométriques beaucoup plus compliquées apparaître dans le ciel. À noter que la figure que je vous présente ici, je l'ai déjà vue au niveau de la place polyvalente une après-midi où je pense que j'attendais le bus ou j'attendais quelqu'un, je ne sais plus, mais je l'ai vraiment vue. À noter que le petit croissant que vous voyez au sommet de l'image, il se trouve là au-dessus de votre tête. Et en fait, vous avez le ciel qui est en pleine. Vous avez le ciel qui est entièrement rempli de rayons lumineux qui viennent de tous les sens, avec des formes géométriques très compliquées. Et autour de vous, il n'y a personne qui le remarque, ils sont juste en train de râler parce qu'ils sont en train d'attendre et ils s'ennuient. Alors qu'en fait, il y a des trucs magnifiques qui se passent au-dessus de votre tête, et donc pensez à lever les yeux au ciel.